La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'outil qui est mis en œuvre sert véritablement à la finalité pour laquelle il a été mis en œuvre? Aujourd'hui, le Pass JO est présenté comme étant un outil de sécurisation. Il n'y aura plus d'attentats grâce à ce Pass JO. Et que, en réalité, c'est un outil extrêmement liberticide de contrôle généralisé des populations et un outil d'exclusion. Et c'est effectivement le contraire de ce que devaient être ces Jeux olympiques. L'État fera tout ce qui est nécessaire pour assurer sa survie et sa sécurité. Et aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons au pouvoir des personnes qui cherchent à assurer leur survie. Clairement, on voit bien que depuis les Gilets jaunes, il y a eu une accélération du contrôle des populations. Et en même temps, si on était à leur place 5 minutes, c'est un super outil. Vous allez éviter des manifestations, vous allez pouvoir l'installer sur des manifestations. Vous allez pouvoir contrôler dans certaines zones de Paris qui rentre, qui sort, qui sont ces gens. Vous pourrez débarquer chez eux à l'aube, vous aurez toutes leurs informations. Vous pourrez surveiller leur ligne téléphonique, vous aurez leur numéro de téléphone. Vous pourrez connaître les secrets les plus profonds d'une partie de la population. Et toutes ces informations, en fait, vont permettre d'être décelées grâce aux données qui sont collectées. Le problème, c'est pas l'IA en soi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Si vous en faites un outil d'asservissement des populations, évidemment qu'il va y avoir un problème. Merci d'écouter Nexus. Le pass JO n'est pas un sujet anodin. Beaucoup de citoyens sont incités à fournir en ligne énormément de données personnelles. Certains parlent même de fichage. J'avais envie de parler de ce sujet-là avec un spécialiste du droit pour qu'on puisse ne pas parler de ce sujet dans le vide, mais tout comprendre des tenants et des aboutissants de ce pass JO et qu'est-ce que ça représente vraiment de donner un mail, un numéro de téléphone ou toutes sortes de données personnelles en général jusqu'à la plaque d'immatriculation de sa voiture, le parking où est-ce qu'on va mettre sa voiture pendant la période des Jeux Olympiques. Voilà, donc on n'a pas pris n'importe quel, avocat, on a demandé à un avocat que l'on connaît bien, qui est courageux, qui défend les droits des libertés, en général et qui s'intéresse vraiment à ce sujet-là et qui donc a, porté, plainte, si je ne me trompe pas, devant le Conseil d'État et qui on attend, le retour. Au moment où on tourne, là, on est jeudi, juste avant la cérémonie d'ouverture des JO et on n'a pas encore le retour du Conseil d'État sur: peut-on interdire le pass JO? On est avec maître David Guyon. Bonjour maître, merci d'être avec nous. Bonjour Romain, bonjour à tous, merci de l'invitation sur Nexus. C'est un plaisir. Tout d'abord, comment allez-vous? Vous, personnellement, c'est bientôt les vacances, on imagine. Comment ça se passe en tant qu'avocat quand on se bat autant, pour les libertés en général? Ah, on ne chôme pas, c'est vrai que le gouvernement actuel nous donne du fil à retordre puisqu'ils ont une imagination débordante et que la plupart des mesures restrictives de liberté sont toujours prises à la veille de l'été ou en plein milieu de l'été. Rappelons-le, 2020, le port du masque en extérieur, 2021, le pass sanitaire, 2022, maintien des restrictions à l'égard des soignants suspendus, 2023 et 2024, eh bien on le voit, le pass JO qui avance et qui, contrairement à ce qu'on dit, est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. Puisque depuis 2017, les premiers décrets d'application relatifs aux JO, aux Jeux Olympiques, ont commencé à avoir lieu. Et finalement, on s'aperçoit et on ne prend conscience de tout ça qu'au moment où finalement les barricades sont montées. Et donc pour rappel, le pass JO, pour ceux qui ont raté l'information, c'est, dans Paris pendant la durée des jeux olympiques et paralympiques. Donc ça s'étend jusqu'au 15 septembre par là. Les paralympiques, ça s'arrête le 8, je crois, on avait vu. Hem et donc on pour, pouvoir circuler dans Paris, il faut avoir pour circuler complètement dans Paris, c'est pas toutes les zones, mais certaines zones, dont les zones rouges sont il faut ce QR code pour pouvoir, se rendre à pied, se rendre en voiture ou n'importe quoi sur ces zones-là. Il y a aussi les zones grises, mais qui, visiblement ne durent que dans la période avant la cérémonie d'ouverture jusqu'à cette cérémonie. Alors c'était préparé avant que vous venez d'en parler. On reviendra dessus. Pour l'instant, je voulais savoir, voilà, beaucoup de personnes, notamment dans les lecteurs de journaux alternatifs comme le nôtre, comme tant d'autres aussi, se posent la question, ne veulent plus, justement, vous parliez du pass sanitaire, on ne veut plus aujourd'hui de QR code. Qu'est-ce que ça représente le QR code? Qu'est-ce que ça représente de donner? On demande le mail, la ville de naissance, de mettre sa carte d'identité, de mettre son numéro de téléphone. Qu'est-ce que ça représente de donner toutes ces informations en ligne aujourd'hui? Moi, j'ai une phrase qui me vient en tête tout de suite, c'est tout fiché, tout surveillé. On nous vend le contrôle généralisé de la population comme comme une sorte d'airbag protecteur des actes terroristes, ou en tout cas comme un outil indispensable pour gérer la sécurité de nos concitoyens.
presque l'impression de se demander, en fait, mais pourquoi n'avons-nous pas déjà inventé cet outil qui s'avère être magique? Et on ne devrait donc, grâce à cet outil, jamais plus avoir aucun acte terroriste. En tout cas, c'est la promesse que cet outil nous fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, on a des outils qui étaient prévus initialement comme étant des outils exceptionnels pour une crise exceptionnelle, la crise sanitaire, le pass sanitaire, qui avait été initialement présenté comme un pass uniquement pour des grands événements, des grands rassemblements et des voyages à l'étranger. Ça, c'était la loi du 31 mai 2021 qui le mettait en place. Puis, dès finalement le 12 juillet 2021, il a été annoncé son extension, alors même que quelques semaines auparavant, on avait dit oui, mais vous avez vu, on le valide seulement pour des activités qui sont quand même assez exceptionnelles. On ne va pas sur un concert de plus de 50 000 personnes tous les 4 matins. Bon, effectivement, ça semblait raisonnable. Ça ne l'a pas été par la suite, et puis on a bien compris que c'était surtout un outil de contrôle des populations. Je veux dire, il faut quand même rappeler qu'on a des enfants de 12 ans qui ont été exclus de cinéma parce qu'ils ne justifiaient pas du fameux pass sanitaire. Donc c'est quand même un outil d'une violence incroyable, outil qu'on pensait passer aux oubliettes et qui, comme d'habitude, parce que c'est pas nouveau, comme d'habitude, a été généralisé et pérennisé. Il faut Alors, mais se... aujourd'hui, on voit des QR codes maintenant un petit peu partout, c'est-à-dire que, on va faire, n'importe quel type d'activité, même pas un grand concert, le QR code commence à se démocratiser même dans les clubs de danse ou n'importe quoi. C'est on nous a montré ça, c'est-à-dire que, certains pour aller dans tel club de sport, on doit montrer un QR code pour montrer que l'on est présent, que l'on a payé et cetera. Est-ce que voilà, est-ce que ça rentre dans la même catégorie, ce type de Alors, pratique? il faut pas confondre l'outil technologique et la finalité de l'outil technologique. Exemple, un appareil photo ou une caméra peut être un super instrument pour mémoriser, pour enfin, comment dire, retenir des moments inoubliables. Hein, vous êtes avec votre famille, vous prenez des photos de vacances, c'est incroyable. Voilà, c'est des souvenirs incroyables que vous pouvez vous créer. Ce même outil, si vous en faites un instrument de vidéoprotection et que vous surveillez, y compris à l'intérieur des propriétés privées des familles, et que vous surveillez ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, et on se retrouve dans une société dystopique à la 1984, bien entendu, ça devient un outil de contrôle qui est horrible. Pourtant, c'est la même technologie. Donc finalement, il ne faut pas confondre le QR code qui existe depuis 1993, qui a été inventé par un Japonais, qui permet effectivement de pouvoir aller récupérer de l'information grâce à un outil qui est comme un code barre. En fait, c'est comme un code barre. C'est exactement la même chose. Est-ce que c'est le QR code en soi qui est mauvais ou est-ce que c'est l'outil et sa finalité telle qu'on l'a utilisé qui est mauvaise? Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Le QR code en soi, c'est une technologie comme une autre, c'est comme un code barre, hein, ça délivre de l'information. En revanche, cet outil devient maléfique dès lors qu'il vient entre de mauvaises mains. Et aujourd'hui, ce gouvernement, il veut tout savoir sur ses bons citoyens. Il ne sait rien sur les autres, puisque de toute manière, les autres font attention. Et puis, quand vous vous préparez à l'attentat, vous faites beaucoup plus attention que le commun des mortels. Mais aujourd'hui, l'État veut tout savoir sur vous. Ce QR code, Oui, ce là, c'est pas pass le QR code, pour résumer, c'est pas le QR code, c'est vraiment le pass JO et le pass le sanitaire que pass vous JO, dénoncez le voilà. plus. Demain, vous créez un pass JO, vous mettez un code barre. C'est un code barre, c'est toujours le pass JO. Vous voyez, c'est juste la technologie qui permet de le mettre en œuvre qui est différente, qui va différer. Donc, c'est pas le QR code en soi qui est problématique. C'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette nouvelle technologie. J'avais eu le plaisir de discuter justement de l'IA et des nouvelles technologies avec le CSI, et j'avais expliqué que l'IA peut être un incroyable outil qui peut permettre effectivement eh bien, de réaliser mieux des actes qui aujourd'hui sont réalisés par des humains, voire eh bien, peut-être détruire des emplois qui aujourd'hui ne sont pas des emplois à valeur ajoutée. Je ne pense pas que quand on a par exemple une caissière dans un supermarché, c'était le rêve de sa vie d'être caissière. Et je pense qu'effectivement, ces métiers qui pourraient être remplacés demain par l'IA doivent donner lieu eh bien, à ce qu'on repense peut-être notre société en essayant de voir comment on pourrait apporter de la valeur et en tout cas un sens à la vie de plein de personnes qui passeraient autrement que par le travail. Et Ça là, n'est c'est une pas réflexion beaucoup plus l'outil profonde. ça n'est pas l'outil qui est, le problème, ça n'est pas par exemple, le couteau aussi peut autant servir à couper de la viande et à se nourrir qu'à, aller tuer, son voisin. Donc C'est ça n'est c'est pas l'outil exactement ça. le Vous avez problème. tout compris.
Et mais c'est intéressant, ça pourrait être une autre discussion sur l'IA, puisque effectivement, ça on pourrait ouvrir, aujourd'hui, on peut imaginer ouvrir, d'autres métiers, démocratiser, que tout le monde puisse vivre de métiers peut-être artistiques. Énormément de gens rêvent de s'épanouir dans l'art, ouvrir à des métiers artistiques, ouvrir peut-être même au métier d'avocat, davantage, si les gens veulent se pencher davantage dans des carrières juridiques ou, juristes aussi. Ou voilà, on peut imaginer, le monde, penser le monde à pouvoir vivre de métiers intellectuels plus facilement, intellectuels, culturels, sportifs, je ne sais pas quoi, ou Tout à n'importe fait. En quoi. fait, on pourrait avoir par exemple des activités associatives qui dorénavant pourraient donner lieu à une rémunération parce qu'il n'y aurait plus des métiers sous-payés qui seraient à faire valoir. Mais là, c'est parce qu'il faut sortir du régime capitaliste pur. Donc, c'est une vraie réflexion sur quelle est la société qu'on a envie d'avoir, quel est le modèle économique qu'on a envie d'avoir. Mais on voit bien que le problème, c'est pas l'IA en soi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Si vous en faites un outil d'asservissement des populations, évidemment qu'il va y avoir un problème. Et aujourd'hui, clairement, ce gouvernement qui est aux manettes est en train d'utiliser l'IA à des fins qui s'avèrent extrêmement liberticides. Mais donc c'est en L'objectif, fait, peu importe l'outil, c'est qui a la main sur l'outil finalement, c'est ça que vous dites? c'est comme Rabelais, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le problème n'est donc pas la science, c'est qui utilise la science et à quelle fin. C'est pareil pour les nouvelles technologies. Qui utilise ces nouvelles technologies et à quelle fin. Si vous utilisez le pass JO pour contrôler les populations, et c'est sa fin, sa finalité, alors c'est un super outil. Finalement, c'est un super outil, vous savez tout sur tout le monde. En revanche, si vous l'utilisez dans un but peut-être de délivrer de l'information, de partager des connaissances, d'être capable finalement de créer du vivre ensemble et du lien ensemble, oui, ça peut être un excellent outil. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'outil qui est mis en œuvre sert véritablement à la finalité pour laquelle il a été mis en œuvre? Aujourd'hui, le Pass JO est présenté comme étant un outil de sécurisation, de sécurité publique. Il n'y aura plus d'attentats grâce à ce Pass JO. Bon. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a toujours des faits divers tous les 4 matins, qu'il y a toujours un risque d'attentat qui est extrêmement élevé. Il suffit de regarder un petit peu les médias de grand chemin. Et que, en réalité, c'est un outil extrêmement liberticide et qui ruine à la fois l'économie et les liens, ce qui nous fait qu'on vit en société. On a un outil de contrôle généralisé des populations et un outil d'exclusion. Et c'est effectivement le contraire de ce que devaient être ces Jeux olympiques. Ah oui, c'est intéressant ça, que normalement ça prenait des valeurs d'inclusion, par rapport à l'exclusion, c'est ça que vous Tout à fait, des valeurs d'inclusion, sauf que vous avez vu que les barrières qui sont déployées partout sur Paris empêchent en réalité les personnes à mobilité réduite de se bien déplacer social. librement. Donc, enfin, Ah on voit oui, bien que ça n'a pas du tout été pensé pour de la sécurité. C'est un outil de contrôle, c'est un outil d'humiliation, et c'est un outil qui, en aucun cas, va améliorer la sécurité publique des Parisiens. Si ah oui, demain, alors quelqu'un veut faire un attentat, il fera un attentat. oui. Passe JO ou pas passe JO. C'était ce que vous disiez sur un autre média, vous aviez dit, que finalement ce sont toujours les bonnes personnes, ce sont toujours les bons citoyens qui sont contrôlés. Ceux qui veulent faire, des malversations trouveront toujours le moyen de pouvoir passer, mais le contrôle ne va être fait que sur les bons citoyens. Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en étant sur Paris et étant on est allé, nous, on a un reportage, on est allé voir ces barrières et je repasse devant, tous les jours. En fait, on se dit, si quelqu'un, on n'appelle pas du tout à ça, hein, mais c'est pour parler de sécurité. Si on imagine que demain, un groupe de juste 50 personnes se disent, venez, on va les embêter et on force un barrage de police avec ces contrôles de QR code, les barrages sont complètement ouverts. Il n'y a pas vraiment de protection. Il y a juste un ou deux, parfois trois agents de police qui contrôlent les QR codes, qui crient après les gens passent, hein, ils les arrêtent, ils font attendez, attendez, ramenez le QR code. Si tu as 50 personnes qui d'un coup se disent on va forcer le barrage, ah bah, ils peuvent forcer. Là où ça peut être dramatique, c'est que je crois, il faudrait vérifier l'information, mais je pense avoir entendu qu'il y a autorisation de tirer sur les personnes qui forcent les barrages. Donc ça pourrait donner lieu à des scènes complètement atroces. Donc Alors, ça, on n'est pas du tout autorisation, sur de la... c'est toujours un usage proportionné de la violence. On ne tire pas d'une D'accord. balle dans le dos à quelqu'un qui n'est pas armé. En revanche, effectivement, s'il y a un forçage d'un barrage à un moment donné, ça peut alerter plus rapidement les personnes qui sont chargées d'assurer la sécurité. Mais encore une fois, on imagine bien que si demain on avait un groupe armé qui avait décidé de refaire un Stade de France ou mince,
Bataclan? On imagine assez aisément que ce QR code, ce pass JO, c'est un tout petit obstacle sur la réalisation d'un tel plan machiavélique. Exemple. Encore une fois, j'espère que ça ne donnera pas d'idée à des personnes Oui. malveillantes, mais vous arrivez avec un groupe de 20 ou 30 personnes en même temps à un point de contrôle. Vous avez 3 personnes, 3 pelots qui sont là, qui connaissent de toute façon même pas forcément comme des textes, qui ne sont pas formés pour ça, qui sont ici, mais bon, ils ne croient pas vraiment à cet outil. Vous amenez tout le monde en même temps et vous laissez dans la foule quelques personnes qui vont passer entre les mailles du filet. C'est possible. Dans ce cas-là, le pass JO aura effectivement été inutile puisque vous aurez quand même permis à plusieurs personnes un petit peu organisées, un petit peu stratégiques de pénétrer dans la zone puisque vous allez provoquer au même moment un raz-de-marée de personnes, des personnes qui vont essayer de passer, des personnes qui vont peut-être essayer d'attirer l'attention. Il suffit que vous mettiez un appâteur, donc quelqu'un qui va faire du bruit, qui va taper, qui va on va dire, un petit peu agacer les forces de l'ordre. Ils vont commencer à le mettre, à l'isoler, et à effectivement lui mettre les menottes. Vous avez déjà un checkpoint qui est plus assuré. Et derrière, vous avez un groupe armé qui peut pénétrer dans la zone. Donc, on voit bien que ces outils de contrôle qu'on est en train de mettre en place, ils ont vocation à stopper qui? Monsieur et madame tout le monde. Ils n'ont pas vocation à stopper des personnes entraînées, préparées, organisées, qui auraient la volonté déterminée de tuer un maximum de personnes. Donc, ce n'est pas un outil fait pour assurer la sécurité. C'est un outil d'humiliation, de ségrégation et de contrôle des populations. On veut nous habituer, nous accoutumer à des restrictions de liberté toujours plus ou moins justifiées, parce qu'il y a un plan derrière tout ça, et ce plan, il est clairement de faire marcher au pas une population qui, en 2017, en 2018, avec notamment les Gilets jaunes, a montré qu'elle était capable d'aller souffler sur la nuque du président de la République. Et Alors, donc, pour contrôler une population, rien de tel que de contrôler ses déplacements, de sous-savoir sur elle et d'être capable, effectivement, de la faire marcher au pas. Alors, justement, donc, depuis tout à l'heure, donc je vous ai, laissé parler, librement. Je dois vous poser la question parce que vous avez des mots forts, là, vous commencez à y répondre puisque vous reparlez des exemples avec les gilets jaunes où la population a montré sa capacité à s'opposer finalement à l'État. Là, hem, quand vous dites, i si on avait confiance dans le gouvernement, l'outil n'aurait pas la même signification. Aujourd'hui, vous dites: «On ne peut pas avoir», vous dites, vous avez des mots forts, «On ne peut pas avoir confiance dans l'État, l'État a fait, preuve de malveillance». Quand vous dites cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens justement qui ont confiance dans l'État. Qu'est-ce que vous, sur quoi vous vous basez, vous? Quelles sont vos sources ou votre travaux qui aujourd'hui vous font dire: «On ne peut pas avoir confiance dans l'État»? Juste avant que vous répondez, 2 petites infos pour les auditeurs. On a toujours le numéro 153, c'est le dernier magazine qui est en kiosque et vous pouvez aussi, vous abonner ou le commander sur nexus.fr. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet et puis dites-nous en commentaire si, le numéro est bien, dans le kiosque à côté de chez vous. Comme ça, nous, on est au courant aussi. On voit que vous aimez le contenu parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui revenaient, qui écoutaient nos vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Alors si vous aimez bien cette vidéo ou que vous en avez aimé d'autres dans le passé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide grandement. Alors voilà, donc je vous repose la question, Maître David Guyon, qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir confiance dans le gouvernement? Les faits, rien que les faits, seulement les faits. Moi, jusqu'à 2020, j'étais, comme tous les citoyens, persuadé que l'État nous voulait du bien. Bon. Il y avait toujours des choses à redire, il y avait toujours des scandales, mais d'une manière générale, je pensais légitimement que l'État était bienveillant. Puis sont arrivées la crise sanitaire, les auto-attestations, le confinement, le Rivotril, la vaccination obligatoire, le port du masque en extérieur, le pass sanitaire, le pass vaccinal. Et puis sont arrivés les JO, et clairement, je ne peux plus avoir confiance. Et ça m'a rappelé les cours de droit que j'étudiais à l'époque à l'université, Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel qui a donné lieu à Machiavélique. Nicolas Machiavel, il a défini ce qu'était la raison d'État. La raison d'État, c'est quoi? C'est le fait qu'un dirigeant, qu'un État, doit faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer sa survie. La fin justifie tous les moyens. C'est la raison d'État. Et donc, il a défini ce concept qui doit inspirer tous les dirigeants de manière à ce qu'ils fassent toujours ce qui est nécessaire pour assurer la survie du groupe. Pour assurer la survie du groupe, pour assurer la survie de l'État, la liberté n'est pas indispensable.
Parce que ce qui doit primer, c'est la survie. Et c'est la raison pour laquelle, forcément, avec la crise sanitaire, ça a fait écho. Parce que ce qui comptait finalement, c'est pas le bien-être des enfants. On leur a mis le masque 8 heures par jour à l'école. C'est pas le bien-être de nos personnes âgées. On les a isolés et pour certains, on leur a fait passer leurs derniers jours, les dernières semaines, seuls et isolés. C'est pas non plus de faire preuve d'humanité. On a mis en place ce qu'on appelle la mise en bière immédiate. Donc, on présentait aux familles des cercueils fermés, la possibilité de se recueillir sur la personne qui était fraîchement décédée. Et on a même vu des images où on empêchait les gens de pouvoir s'enlacer à l'occasion d'un enterrement. Pas l'humanité. Parce que ce qui primait, c'était d'assurer à tout prix la sécurité et la santé. Donc, la conclusion est la suivante. L'État fera tout ce qui est nécessaire pour assurer sa survie et sa sécurité. Et aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons au pouvoir des personnes qui cherchent à assurer leur survie. On est face à un Parce que c'est pouvoir ça, quand vous politique. parliez de la survie du groupe, finalement, c'est intéressant, parce que vous dites et que l'État cherche à assurer la survie du groupe, mais pas la survie du groupe, du peuple, par exemple, c'est sa survie de son collectif. On sait qu'après la Et Révolution, ce sont les le bourgeois peuple et n'est qu'une partie du groupe. La survie du groupe, ça ne veut pas dire la survie du plus grand nombre. La survie du groupe, la survie du groupe auquel vous appartenez. Et clairement, il y a aujourd'hui un combat de classe. Il y a des personnes puissantes qui gouvernent, qui sont à la manœuvre, et il y a les autres. Donc oui, aujourd'hui, clairement, les faits, rien que les faits, seulement les faits. Pendant la crise sanitaire, on a considéré que 100% des mesures qui ont été prises étaient des mesures prises dans un but scientifique. Quand vous avez le président du CSI qui dit lui-même, on nous a un peu dicté par la force des choses ce qu'on devait dire, qui sont capables, en l'espace de 2 jours, de dire le contraire de ce qu'ils ont raconté. 12 mars 2020, on confine uniquement les personnes à risque, donc les personnes âgées. 14 mars 2020, je ne sais pas ce qui se passe en 48 heures, le virus a muté, je ne sais pas. On confine tout le monde. On voit bien que c'est pas scientifique le débat. On ne vous a pas demandé de faire une démonstration scientifique, on vous a demandé de croire en la science. Croire en la science, cette nouvelle religion à laquelle nous serions tous contraints d'adhérer, de gré ou de force, puisque de toute manière, vous n'avez pas le choix, autrement vous êtes un complotiste. Donc, ça, on vous en voit bien avez déjà parlé dans le passé. C'est vrai que croire, normalement, la science, on ne la croit pas. On voit, démonstration. on valide des hypothèses, on a des preuves, mais on n'est pas censé croire. On la discute, on la remet en cause, on apporte des éléments supplémentaires. Un modèle scientifique n'est jamais abouti et absolu. On voit bien que les règles, par exemple, en matière d'infiniment grand, d'Einstein, la théorie de la relativité, c'est une théorie qui a fracassé la théorie précédente, qui était une théorie selon laquelle l'espace était un monde fini. L'espace ne s'agrandissait pas. Et donc, pendant des siècles, on a cru que le monde était fini, que l'univers avait eh bien, une taille et qu'on ne pouvait pas aller au-delà de cette taille. Et puis Einstein est arrivé et il a cassé tous les modèles. Donc évidemment qu'on ne peut pas considérer que la science, c'est une vérité absolue qu'un grand V. C'est une forme de vérité à un moment donné, en l'état des connaissances données, et elle mérite toujours d'être rediscutée, surtout sur quelque chose qui était nouveau. C'est pas comme si on avait des expériences, des années d'expérience sur ce qui était en train de nous arriver. Tout était nouveau. Les scientifiques étaient tous d'accord pour dire on ne sait pas ce qui est en train de se passer, et donc on va essayer de prendre des mesures dans l'urgence. Tout ça nous amène à penser qu'aujourd'hui, évidemment, et il suffit juste de faire preuve un peu de pragmatisme, il y a quand même, il faut le reconnaître, une volonté qui est d'assurer la survie d'un groupe au détriment peut-être de nos libertés, parce que la survie n'implique pas automatiquement la préservation de nos libertés. Or, pour qu'on ait une société qui soit démocratique, une société dans laquelle il y ait une inclusion où tout le monde pourra vivre, il faut qu'il y ait des libertés. C'est une condition sine qua non. Sans liberté, aucune société ne peut faire corps. Il ne peut pas y avoir de société qui vit ensemble, qui est capable de se respecter s'il n'y a pas de liberté. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes les tyrannies. Les tyrannies finissent toujours par tomber. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est viable dans la durée. Et concrètement, on s'aperçoit qu'il y a des restrictions de liberté et qu'on est en train de nous accoutumer à ces restrictions de liberté dans un but, encore une fois, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas quel est le but exactement derrière, mais
Clairement, on voit bien que depuis les Gilets jaunes, il y a eu une accélération du contrôle des populations. Et en même temps, si on était à leur place 5 minutes, effectivement, c'est un super outil. Vous allez éviter des manifestations, vous allez pouvoir l'installer sur des manifestations. Vous allez pouvoir contrôler dans certaines zones de Paris qui rentre, qui sort, qui sont ces gens. Vous pourrez débarquer chez eux à l'aube, vous aurez toutes leurs informations. Vous pourrez surveiller leur ligne téléphonique, vous aurez leur numéro de téléphone. Vous pourrez connaître les secrets les plus profonds d'une partie de la population qui n'a pas forcément envie que tout le monde sache quelles sont leurs préférences sexuelles, leurs goûts, leurs orientations. Et toutes ces informations, en fait, vont permettre d'être décelées grâce aux données qui sont collectées. Et ça, on Parce s'en que quand on aperçoit pas, on voit ne comprend pas ce que c'est exactement aujourd'hui. Parce que le citoyen aujourd'hui, il a tellement d'informations, et puis, encore une fois, moi je compare souvent, on est dans une roue de hamster, on essaie de survivre. Aujourd'hui, concrètement, avec l'augmentation du coût de la vie, monsieur et madame tout le monde, il n'y a pas de temps d'aller lire les textes relatifs au pass JO. Qui s'y intéresse? On a de la chance, moi c'est mon métier. Et qui s'y intéresse aujourd'hui? Vous ne pouvez pas. et c'est d'ailleurs, c'est vrai que ça porte à réfléchir ce que vous dites, par rapport aux gilets jaunes, parce que quand on voit finalement, les gilets jaunes, donc ça commence en 2018, ça prend, une grande ampleur en 2019. Mais quand on voit, le projet finalement politique qu'avait Emmanuel Macron, on va pas dériver là-dessus, c'est juste un petit commentaire, par rapport à ce que vous dites. Parce que finalement, quand on imagine le projet qu'il y a eu derrière, avec la vingtaine de 49.3 qui est passé, avec, à l'intérieur la réforme des retraites à 64 ans, on voit bien, on imagine bien que pour ce projet-là, si le gouvernement n'avait pas fait une telle répression violente sur les gilets jaunes, il n'aurait jamais pu faire passer tous ces projets-là avec une telle violence. Il y a eu violence physique sur les gilets jaunes, puis violence politique dans le gouvernement. Donc on imagine bien que la trame et la stratégie politique qu'il peut y avoir derrière. C'était très intéressant de faire ce petit détour, on aura le temps de revenir dessus puisqu'on peut l'annoncer aux auditeurs. On va faire, un petit ensemble de petites chroniques à partir de la rentrée prochaine, à partir de la mi-septembre normalement, on aura des chroniques juridiques comme ça. Comme vous le dites, comme vous lisez énormément de textes juridiques, c'est ce qu'on s'était dit au téléphone. Même moi, il y a des fois des sujets, j'essaie de me cultiver au niveau du 3, c'est tellement imbuvable au niveau des textes et pourtant en tant que journaliste, on est quand même habitué à lire. Mais là, c'est un niveau qui est rendu inaccessible pour le citoyen, commun, on va dire et dont je peux faire partie et comment dire? Donc c'est pour ça que ces petites chroniques serviront à rendre cela accessible pour les gens. Donc on est Ne content de les pouvoir appelez faire pas ce projet. petites chroniques, ce seront des énormes chroniques, non pas forcément par la taille, mais par le contenu, parce qu'on va effectivement ramener le droit sur terre et on va permettre à monsieur et madame tout le monde de s'approprier le contrôle de leur vie. Parce que connaître ses droits, c'est contrôler sa vie. C'est Exactement. empêcher une personne tierce, qui est l'État, de dire ce que vous devez faire sans s'assurer que c'est parfaitement légal. Donc non, ça Exactement. va avoir un impact qui va être, à mon avis, fondamental. Et merci à Nexus, effectivement, de me donner la parole parce qu'on va avoir la possibilité, je pense, d'apporter des informations utiles à des personnes qui, aujourd'hui, ne pourraient pas aller se payer les services d'un avocat et connaître leurs droits. Donc merci encore à vous. On fait ça tous ensemble, donc merci à vous aussi. Alors, il va falloir qu'on vous laisse parce qu'on doit faire une autre émission qui sortira normalement dans les prochains jours, qui sera sur Citroën qui rapatrie 200 000 voitures pour risque mortel et ça pourrait concerner beaucoup d'autres marques. C'est ça que les autres médias n'ont pas dit et qu'on va essayer de dire dans cette émission. Mais donc, juste pour finir, pour revenir sur le page JO, on n'aura pas le temps on pourra en parler des heures là, c'est passionnant comme entretien. Pour revenir sur donc, toutes les données personnelles, donc ce que vous disiez en début d'émission, de donner ça, ça n'est pas. Il faut finalement que les gens se protègent de donner de fournir ces données-là en ligne. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens? Bah, on a deux solutions aujourd'hui. Soit on fait tomber les textes, on a essayé de faire. On est aujourd'hui le 25 juillet 2024, veille de la cérémonie d'ouverture. J'ai eu l'audience au Conseil d'État le 11 juillet. Je n'ai toujours pas la décision sur le fond. Naturellement, je la communiquerai dès que ce sera le cas. Il faut Mais il y a de 15 fortes jours, chances c'est que ce ça? soit un rejet. Hmm. Il faut 15 jours pour avoir la décision, c'est ça? Sur 15 jours, je pense quand même que ça sera rendu soit ce soir, soit demain, puisque l'idée, c'était quand même de dire est-ce qu'on applique le pass JO ou pas pendant les Jeux olympiques. Et je pense que la célérité, parce que c'est jamais comme ça, la célérité avec laquelle le Conseil d'État a jugé cette affaire avait nécessairement pour but de planter définitivement le décor avant que la cérémonie débute, et certainement de valider les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Donc, qu'à cela tienne, il y aura un recours dans la Cour européenne des droits de l'homme prochainement. La deuxième chose, c'est de ne pas aller à ces JO.
boycottons tous ces outils de contrôle généralisé de la population. Si le gouvernement s'aperçoit que c'est un fiasco, parce que ni les étrangers, ni les Parisiens, ni les Français n'ont envie d'aller se faire contrôler systématiquement pour aller finalement sur le pass JO, enfin sur les Jeux Olympiques, évidemment que cela va avoir des répercussions économiques, et vous savez très bien comment ça se passe. C'est toujours parce qu'une population est affamée, ou en tout cas est en souffrance économique, que les choses bougent. Regardez, aujourd'hui, ce sont effectivement les syndicats de l'UMI, hein, les syndicats des restaurateurs hôteliers et autres activités tertiaires qui bénéficient aujourd'hui de la possibilité d'avoir un surplus d'activité grâce aux étrangers parisiens et aux Français qui viennent voir les JO. Ces derniers sont en train d'hurler parce que justement, c'est en train de leur tuer leur activité professionnelle. On voit bien que malheureusement, il n'y a que de cette manière-là que les choses peuvent bouger parce que le secteur de l'UMI, c'est quand même un énorme secteur d'activité. C'est un des premiers employeurs de France si vous comparez par rapport à la masse salariale de toutes ces activités. Et donc, par conséquent, c'est un ralentissement du PIB qui est assuré et c'est des milliers d'emplois qui risquent d'être détruits. C'est peut-être la seule solution pour pouvoir justement faire réagir nos politiques pour qu'à l'avenir, si un texte comme celui-ci est de nouveau envisagé, il y ait une levée de bouclier où des personnes puissantes, et pas simplement des citoyens comme vous et moi, puissent dire non, non, on va arrêter les conneries, nous ne sommes plus la variable d'ajustement de votre politique sécuritaire. Alors au moment où on fait cette vidéo, vous aurez sûrement la réponse par rapport au Conseil d'État, donc on invite les gens à aller rechercher directement, vous la communiquerez sur vos On la réseaux. communiquera bien entendu, on la communiquera sur Voilà. nos réseaux. Là, si vous gagnez, quel impact ça aura sur le pass, JO? Est-ce que ça pourrait le faire annuler, pouf, du jour au lendemain? Comment est-ce que ça marche? Oui, bah, il y a trois possibilités. Soit un rejet, certainement ce qui va se passer, donc ça veut dire ça reste comme c'est actuellement. Soit annulation totale, donc plus de barrières, on fait tout, tout tombe et on met en place un contrôle comme auparavant en fait, hein, on revient à quelque chose de plus normal. Donc ça, Soit troisième solution. potentiellement grâce à votre plainte, ça peut, demain, on peut voir les barrières, Oui, terminées, oui, 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 c'est exactement ça. En fait, l'intérêt de faire un recours, c'est de faire en c'est sorte génial. que l'état du droit change. C'est pour ça qu'en fait les gens saisissent la justice, pas pour le plaisir du droit, c'est pour dire concrètement ça change votre vie. Quand la Cour européenne des droits de l'homme nous dit il faut un avocat pendant la garde à vue dès les 30 premières minutes. Et la garde à vue ne commence pas tant qu'il n'y a pas d'avocat. Bah, dès le lendemain, bon, c'était le 11 avril 2011, quand la Cour de cassation a dit qu'il faut appliquer immédiatement la décision, dès le lendemain, les commissariats ont commencé à mettre en œuvre cette nouvelle politique. Donc c'est très concret, c'est pas de la philosophie, on n'est pas dans de la poésie, c'est concret. Si on obtient l'annulation, tous les passes sautent et toutes les barrières doivent être retirées. Troisième alternative, décision mi-figue, mi-raisin, on laisse un délai à l'administration, donc au gouvernement, pour régulariser, et éventuellement, on fait sauter deux, trois petites mesures un petit peu à la marge, histoire de montrer qu'on est respectueux des libertés fondamentales, mais en même temps, on n'empêche pas le gouvernement d'assurer la sécurité, enfin, bien sûr avec des guillemets. Donc voilà un peu les trois scénarios possibles. Je vous dis ma préférence, enfin ma préférence. On a essayé qui est le plus probable, c'est le premier scénario, rejet, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est le ressenti que vous avez eu en sortie du Conseil d'État, il y a, C'est quelques l'avis jours du de rapporteur public et effectivement, c'est la position qu'à mon avis, le Conseil d'État suivra, puisque c'est, rappelons-le, la position majoritairement suivie par le Conseil d'État durant la crise sanitaire. bien sûr. Bon, il faut le dire, Emmanuel Macron a fait un truc incroyable. Il a fait le syncrétisme des idées entre la droite et la gauche. Or, le bipartisme, la séparation justement de ces deux partis qui n'étaient pas d'accord sur les moyens, même s'ils étaient d'accord sur les fins, mais pas d'accord sur les moyens, faisait en sorte qu'on avait des personnels politiques qui incarnaient des outils de contre-pouvoir au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, etc., etc. Même si les juges doivent être impartiaux, on va quand même être un peu plus pragmatique. Il y a forcément une couleur politique qui fait que vous allez trancher plus dans un sens que dans un autre. Quand il y avait le bipartisme, il y avait encore cette possibilité d'avoir des vrais outils de contre-pouvoir avec des personnels politiques qui n'étaient pas extrêmement favorables aux décisions prises par l'opposition. Et donc, on avait un vrai contrôle et un vrai contre-pouvoir. Aujourd'hui, ces personnes sont d'accord à la fois sur la fin et à la fois sur les moyens. Donc, ces outils de contre-pouvoir sont aujourd'hui occupés par les mêmes personnes qui sont des mêmes partis politiques que ceux qui sont en train de décider de gouverner aujourd'hui. Il est là le danger. On est dans une sorte de confusion des pouvoirs. Et qui dit confusion des pouvoirs dit absence de régime démocratique.
Maître David Guyon, merci d'avoir pris le temps. C'était très complet, passionnant, on pourrait continuer, mais il faut qu'on fasse cette petite, capsule pour Citroën après. Donc, Avec plaisir. on suivra ça de très près, voilà, on va voir, On ce aura que ça l'occasion donne d'en et reparler, je n'en doute pas. je pense, ça c'est clair. Pour les lecteurs, n'hésitez pas à aller, hein, je le rappelle, le numéro 153 en kiosque et on vise 7 000 nouveaux abonnements là pour cette année, puisque vous êtes de plus en plus à vous intéresser. Il y a une vraie énergie à s'intéresser à ces sujets, non pas pour paniquer, ça n'est pas le but. C'est quand on fait ces émissions-là, le monde, c'est comme tout à l'heure, Maître David Guillon a cité Nicolas Machiavel, qui était un auteur d'il y a déjà 500 ans. Ça ne date pas d'hier, cette volonté des pouvoirs de contrôler la population. Donc, gardons notre calme, puisque des fois dans les commentaires, on voit beaucoup d'effervescence, parfois de panique. Ne paniquons pas, on arrivera à s'en sortir. Tout ce qu'il faut, c'est pouvoir parler de ces sujets-là et s'aider de spécialistes tels que, Maître, Guyon qui était avec nous, aujourd'hui et n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein. On a besoin, ça coûte rien vraiment. Si vous avez apprécié cette émission, ça nous soutient énormément dans ce qu'on fait et on sait qu'on prend des risques aussi dans le journalisme à faire ça. On sait le coût que ça a au niveau de la carrière, mais voilà, on espère effectivement quand on voit, on se bat pour des valeurs comme ce que vous faites, Maître et voilà. On se revoit dans la vidéo qui sortira dans quelques jours sur, Citroën. Merci encore et bel été. Prenez des vacances, Maître. Merci.